Du coup, on va démarrer déjà par les présentations de nos intervenants. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Jérémy Guillaume, le directeur général adjoint de Digital 113 et qui animera ce matin le Café Visio, qui a donc pour thème préparer la sortie de crise, comment reprendre le business, et notamment au niveau de revoir ses business models, son business model, pour reprendre correctement son business. Donc, bonjour à ceux qui sont en train de se connecter. Je vais, dans l'ordre de ma feuille, du coup, laisser se présenter nos intervenants. Et j'ai en premier donc Gaël Philippe. Bonjour à tous. Déjà, ravi de partager ce visio café avec vous. Alors moi, il n'était pas numérique et pas virtuel, hein, je l'ai bien vu. Donc moi, je suis le président de la société Datasulting, qui est un cabinet de conseil qui est basé à Pérols et dont la vocation est d'accompagner les PME. Alors aujourd'hui, on a un gros focus sur l'Occitanie, mais sur les PME qui souhaitent accélérer leur performance et leur exploitation et valorisation des données au service de leur entreprise. Merci Gaël. Et je suis là donc ce matin. Alors peut-être je ne sais pas s'il faut introduire. Je suis là ce matin puisque après l'échange avec Jérémy, au-delà nous on est comme vous tous entre guillemets, on est confrontés à cette situation, mais on a des retours d'expérience et des convictions qu'on souhaitait vous partager. Voilà. Merci Gaël. Intervenant suivant, Julien Cotte. Bonjour à tous, on s'était rencontrés donc déjà la semaine dernière et j'intervenais dans le cadre d'IDEA, donc notre cabinet avec Paul et Charles qui sont aussi là ce matin. Donc c'était une intervention sur comment bien financer donc son entreprise pendant la crise. Et là on intervient donc sous les couleurs de Montpellier Business School pour essayer de voir avec vous comment bien préparer la reprise. Et voilà, c'était un peu la thématique de la matinée. Ça. Donc, je ne me présente pas plus que ça, je l'avais déjà fait la semaine dernière. Pas de souci. Merci Julien, et j'en profite pour remercier Montpellier Business School qui a répondu à notre appel pour chercher des intervenants. Personne suivante, donc c'est Paul Martin. Bien, bonjour à tous et à toutes et à tous. Je suis président du cabinet IDEA et professeur de stratégie à Montpellier Business School. Alors, professeur de stratégie depuis 20 ans. Hein. Et là, effectivement, on est sur un cas de stratégie intéressant où on a un environnement qui a varié de manière assez confuse et chaotique. Et on essaie toujours dans le chaos de voir quelles sont les meilleures pistes d'évolution pour les entreprises, sachant qu'il y a des déséquilibres importants. Donc, des équilibres d'un côté, des entreprises qui n'ont plus rien à faire, qui sont à l'arrêt complet et un peu en désespoir. Donc, on essaie de trouver pour elles des solutions, des pistes, des formules, parce que quand vous êtes à l'heure actuelle, vous avez des entreprises qui sont à l'heure actuelle, par exemple, dans les restaurants, alors évidemment, toutes les entreprises qui sont à l'arrêt complet, on a toujours des pistes possibles pour utiliser les moyens. Et puis, par ailleurs, des entreprises qui sont en surcharge, c'est-à-dire qui ont une demande très forte, une baisse de productivité, des gens qui ont du mal à travailler parce qu'ils ne sont pas dans leurs conditions habituelles, des problèmes de management parce qu'on est à distance. Et là, on essaie de trouver aussi comment faire au mieux. Donc, on essaiera de débattre de tout ça. Merci Paul. Et enfin, le dernier intervenant qui est José Lito, qui a accepté un peu à la dernière minute. Merci beaucoup d'intervenir. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. José Lito Tirados. Ouais, c'est ma marque de fabrique, les trucs à la dernière minute. J'ai j'ai deux activités, une activité de conseil en performance commerciale et je travaille aussi à la tête d'une petite agence de service marketing dédiée aux PME depuis 6 ans maintenant, avec pour objectif de faire du marketing efficace à pas cher. Donc, en ce moment, je déborde de travail avec mes collaborateurs. C'est la période. Super, merci.
Donc, je rappelle rapidement, hein, les cafés visio, vous avez tous les participants, toutes les personnes présentes. N'hésitez pas pendant toute cette heure ensemble, à poser des questions, à faire vos remarques. On est en mode café, c'est un peu informel, donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc, du coup, bah, je laisse nos intervenants démarrer le sujet. Donc, je vais prendre la suite de Paul, hein. Paul a fait une petite introduction. En effet, donc on est comme vous. Là, ça, c'est le premier message, hein. On est comme vous, on a aussi des sociétés, on rencontre aussi des difficultés pendant cette crise-là. Pourquoi des difficultés? Eh bien, c'est qu'il faut arriver à adapter son entreprise. Et on se rend compte en fait que toutes les entreprises qu'on rencontre, qu'on aide, euh, doivent adapter à un moment ou à un autre leur modèle économique. Et on peut identifier deux catégories de sociétés. Euh, c'est ce qu'a très bien dit Paul, hein. C'est des sociétés qui ont une forte demande, mais souvent des difficultés pour y répondre. Ou c'est des sociétés qui n'ont plus de demande, donc des ressources non utilisées, donc disponibles. Et nous, notre première, sur cette thématique de l'après, en fait, hein, de l'après-crise, là-dessus, on a plutôt des préceptes, un petit peu des recommandations sur ce qui marche, des constats sur ce qui marche. C'est d'arriver à mettre en forme dès à présent le modèle économique de demain, à arriver justement à faire évoluer vos sociétés pour répondre aux attentes premières de vos clients. Donc, la première chose qu'on avait vue ensemble, il y a une semaine, et je pense que vous le voyez à travers vos experts comptables, à travers les différentes interventions que vous avez eues, c'est déjà bien sécuriser votre entreprise, bien financer votre entreprise, accéder au PGE. Il y a toute une batterie d'aides qui sont sorties récemment sur les loyers, sur comme le dira après les autres intervenants, sur des aides au conseil. Il y a des aides au conseil qui peuvent financer la moitié, par exemple, de la création de votre site Internet, qui peuvent financer la moitié d'une étude. Donc là-dessus, il y a tout un tas d'aides qui peuvent vous aider. Et là-dessus, c'est important de bien sécuriser à la fois votre trésorerie et à la fois votre rentabilité, donc pour essayer de ne pas amputer l'avenir. Donc ça, c'était le premier message. Je vais intervenir, Julien, je vais peut-être intervenir si ça ne t'embête pas déjà dès le début. Là. Notre gros problème à l'heure actuelle, c'est d'anticiper. Alors, c'est très difficile d'anticiper puisqu'il y en a une très faible visibilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas redémarrer comme avant le 11 mai. Et on peut être sûr qu'on ne va pas avoir une sortie de crise facile, rapide, immédiate, hein. En plus, on peut très très bien anticiper qu'un certain nombre d'entreprises vont avoir énormément de mal, dont certaines ne vont pas redémarrer du tout. Donc, on peut anticiper des défauts de paiement d'un certain nombre de clients, d'un certain nombre d'organisations qui vont être en grande difficulté. Si elles n'ont pas fermé, elles ne pourront pas payer de toute manière leurs fournisseurs. Donc, toutes ces anticipations-là sont des anticipations indispensables. Nous, on est plutôt des financiers, hein, et on voit bien que la trésorerie, c'est quelque chose qu'ils font très vite. Et s'il n'y a pas de rentrée, à un moment donné, il y a un problème, hein. Donc voilà une des premières pistes, c'est regarder dans son portefeuille, dans les gens avec qui on travaille, quels sont ceux dont on peut anticiper que ça va très mal se passer. Alors tous ceux qui sont dans l'événementiel, dans le tourisme, dans le transport aérien, dans les restaurants, dans les médias, aujourd'hui les difficultés sont grandes et évidemment ils sont tous dans des plans de sauvetage, hein, à l'heure actuelle. Je te laisse continuer, Julien. Ouais, non, mais là-dessus, c'est très bien. Et d'ailleurs, Gaël et Joselito, si vous avez aussi des interventions là-dessus, n'hésitez pas. Donc, il me semble que c'est un peu plus tard. Donc, ça, en tout cas, voilà, c'était essayer de vous donner les quelques messages, essayer de vous donner en fait les différentes pistes que nous avons, que nous constatons. Et donc, la deuxième piste, après avoir bien sécurisé votre entreprise, avoir anticipé et sur le plus ou moins long terme, c'est adapter votre offre. Donc, on l'a vu, des entreprises qui ont une forte demande et des difficultés à fournir leurs clients, et l'inverse, donc des autres entreprises qui ont des ressources disponibles. Nous, ce qu'on peut vous encourager à faire, c'est de ne pas stopper votre activité, et c'est d'arriver soit à trouver une façon intelligente et flexible
de répondre à vos clients. Ça peut être, enfin, là-dessus, on a des cas d'entreprise qui fonctionnent très bien, des petits artisans qui, par exemple, donc on a un vendeur de carrelage. Alors, c'est une activité marrante, hein, mais pour nous, mais le vendeur de carrelage qui, du coup, qui se rend compte que ben, ses clients sont toujours en demande, notamment les particuliers qui doivent travailler chez eux. Bon, ben, il se rend compte qu'il y a très peu d'offres sur le marché, beaucoup de demandes. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une petite offre sur Facebook, sur des produits qu'il a en stock, donc des produits phares où il sait que ça va bien marcher. Il fait une offre de prix, tout de suite il y a la demande, et en échange, il propose une livraison à domicile, très peu coûteuse, ce qui fait que les gens vont acheter à la fois du carrelage, mais aussi d'autres produits annexes. Et tout de suite, il se retrouve avec une forte demande et une poursuite de son activité, alors que les autres sont totalement à l'arrêt. Lui, ça lui permet de vendre avec des marges confortables et d'arriver à avoir une activité plus ou moins normale, sans cesser du coup son entreprise. Ses salariés sont toujours là, il y a une continuité dans le management, une continuité dans l'approvisionnement, et il y a aussi une gain de part de marché qu'il n'aurait jamais eu habituellement. Et cette part de marché, ben, si lui les gagne, d'autres les perdent. Donc ça veut dire que là-dessus, il y aura forcément des gagnants et des perdants de cette crise, comme toutes les crises. En tout cas, voilà un premier exemple d'adaptation de l'offre. Il y en a d'autres. Il y a des hôtels, par exemple, qui hébergent des malades. Ils se font rémunérer par les mairies, par les métropoles. Là aussi, ils se font rémunérer à des prix totalement plus bas que d'habitude. Par contre, ça leur permet de limiter les pertes, de continuer à faire vivre leur entreprise, alors que la majorité de leurs concurrents sont à l'arrêt et auront des lourdes pertes qui amputeront l'avenir. Donc voilà, là aussi, la première chose, c'est essayer d'adapter un maximum votre offre. Alors, c'est facile à dire, plus compliqué à faire, notamment pour ceux qui n'ont pas du tout de demande. Et là aussi, on se rend compte qu'il y a des exemples, on se rend compte qu'il y a des sociétés qui font différemment. On a l'exemple d'une société donc on accompagne, hein, qui fait des vêtements pour enfants, donc vêtements de cérémonie, donc notamment pour les mariages, donc là totalement sinistrés. Et on se rend compte que, eh ben, ils ont des compétences clés, du digital, de la conception de site internet, ils savent faire de la communication en ligne, et par leur réseau, ils ont su aller voir certains commerçants, le fleuriste, l'apiculteur, l'agriculteur du coin, et ils ont apporté leurs services, alors en se faisant rémunérer plus ou moins, avec des marges, plus ou moins de marges, mais en tout cas, ils arrivent justement à proposer leur valeur à d'autres sociétés, à proposer en tout cas leurs compétences à d'autres sociétés, et c'est la même chose. Du coup, ça leur permet de ne pas arrêter l'activité, et ça leur permet d'aider la communauté, de couvrir leurs charges fixes, même si c'est uniquement, c'est quasiment sans marge. Ça leur permet en tout cas de continuer leur activité. Et ça, c'est l'un des premiers enseignements de la suite. C'est que quand vous n'arrêtez pas votre entreprise, c'est toujours plus simple de redémarrer, notamment quand il n'y a pas de licenciement, quand il y a une continuité dans la dynamique. Là aussi, c'est toujours intéressant. Et on se rend compte que, en plus, ça leur permet de solliciter un réseau qu'ils n'auraient jamais atteint normalement. Et là, ils se penchent même sur solliciter leurs clients pour les aider justement à vendre tout type de vêtements pour enfants. Donc des petits commerçants à vendre des vêtements pour enfants, même si ce n'est pas les leurs, ce n'est pas très grave, mais ça leur permet d'améliorer leur réseau, d'aider leur réseau, et ça leur permettra aussi de générer des opportunités plus tard. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que c'est important là pour Digital 113, hein, parce que vous avez des profils d'entreprises qui sont techno, et évidemment, hein, et vous avez probablement de l'activité. Normalement, tous les services informatiques, tous les gens qui sont dans le digital ont. Alors, c'est pas si vrai que ça. C'est un peu contre-intuitif, mais il faut savoir qu'il y a quand même une grosse baisse d'activité, hein, dans le numérique en ce moment. Donc justement, je pense que le numérique a aussi besoin de trouver des nouveaux modèles. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin.
Ça, c'est intéressant parce que c'est l'image qu'on a. Alors déjà, tous les services informatiques, ils sont débordés. Les comptables, ils sont débordés. D'accord? Il y a tout un tas de professions à l'heure actuelle qui sont débordées. En revanche, la communication, tous les budgets de communication des grandes entreprises ont été coupés. Hein, donc, c'est évidemment un des premiers postes d'économie importants pour les grandes entreprises. Et le résultat de ça, c'est que toutes les activités qui sont liées à ça sont en difficulté. Alors, avec l'événementiel, comme je disais tout à l'heure, avec tout ce qui est lié au tourisme. Vas-y, Joselito. Si je peux donner un exemple, en l'occurrence, alors c'est vrai qu'au niveau événementiel, dans le domaine du marketing, par exemple, il y a ces grands événements à Paris qui avaient lieu le 2 avril, le salon e-marketing. Donc, pour beaucoup d'entreprises, c'est l'événement phare où tu vas aller chercher 30% de ton business de l'année. Pour beaucoup d'éditeurs de logiciels dans ce domaine-là, j'ai un de mes clients qui s'appelle Pledzi, qui est éditeur de logiciels, qui en 2 semaines s'est dit en fait, s'est posé la question, et là on revient à ce qu'on disait, tu disais, mais c'est assez contre-intuitif de voir qu'il y a des boîtes de techno en fait qui sont au ralenti, etc. Parce que c'est vraiment une question de modèle économique, finalement plus que de digital, pas digital ou autre. Pledzi, donc éditeur de logiciels, c'est du pur digital, etc. Et ils se sont posé la question, mais où est la valeur dans ce type de salon? Et ils se sont rendus compte que sur ces grands événements-là, il y a les stands, très bien, et puis tout autour des stands, il y a des conférences. Et ils se sont dit, les stands, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, les conférences, voilà, aujourd'hui, c'est une conférence, 29 participants. Donc, ils ont monté en 15 jours une plateforme qui s'appelle Saloon, en disant, OK, on va faire le salon e-marketing dans le salon, on y va. Ils ont fait ça pour la relation client aussi. Résultat des courses, ils ont eu plus de 5000 participants. Et pendant 3 jours, ils ont tenu salon, chacun chez soi. Et ça démontre que, évidemment, techniquement, on peut faire des choses très rapides. C'est quand même, il y a un truc qui est magique aujourd'hui. Enfin, je travaille aujourd'hui, si je me prends en tant qu'agence marketing, je veux dire, j'ai une agence de 15 personnes avec mon associé qui est en Bulgarie. Je bosse avec des gens à Londres, à New York. On est déjà en mode Internet délocalisé, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a été moins victime de pas mal de choses. Voilà. Et ça, c'est un très bon exemple de où est la valeur de mon activité. Et si je prends le temps, je me dis, un salon, c'est des conférences. Très bien, j'anime des conférences. Le business est moins important, certes, mais néanmoins, ils n'ont pas dégradé autant l'activité. Et en 15 jours, donc ça n'a pas demandé, j'allais dire, voilà, 3-4 développeurs. Par contre, je ne sais plus qui parlait de la relation client. Et ça, c'est un des points clés. C'est que tout de suite, ils ont interrogé leur écosystème, leurs partenaires, leurs clients. Bonjour les clients, comment on peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et ça, je pense qu'il y a une opportunité aujourd'hui sur cette période particulière, c'est de retrouver le temps d'aller voir ses clients et de renouer le lien. On n'a jamais le temps, on n'a pas le temps de le faire. En ce moment, je ne sais pas parmi vous, mais on est plein à se dire, tiens, je prends mon carnet d'adresses. Gaël, que j'ai le plaisir de coacher, je lui disais hier, la première chose que tu dois faire, va pas chercher des nouveaux prospects à ramifier. Prends tes clients, ils te connaissent, c'est les premiers, c'est ton premier cercle. Va attaquer directement avec ton premier cercle et renoue le contact. Et là, on a une opportunité pour aller chercher du business pendant 2, 3, 4 mois, le temps de retrouver ce que tu disais, Paul, peut-être septembre, octobre, de retrouver un peu plus de visibilité. Alors, c'est Gaël. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, parce qu'il y a un élément important, et nous, on s'en rend compte en tant qu'entreprise. Moi, je fais partie du CJD et on travaille beaucoup sur l'implication des parties prenantes. Donc, il y a les clients, les fournisseurs, les collaborateurs. Et si on est tous fédérés autour de cet objectif, on n'est pas dans la crise, mais il y aura un après. Et comment on fait pour, quelque part, se tirer les coudes? Et ceux qui ne jouent pas le jeu, quelque part, est-ce qu'ils doivent faire partie de ce cercle? Ça, c'est la bonne question à se poser aussi. Est-ce que les clients d'aujourd'hui seront les clients de demain? Ça, c'est réellement les questions qu'on se pose aujourd'hui aussi. Parce qu'il y aura forcément un après. Et moi, je me pose 2 questions en ce moment. Je pense tout de manière frugale, de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec moins? Ça, c'est la première question. Et la deuxième chose, c'est et si ça durait, non pas quelques mois, mais des années? Comment je fais pour faire tenir mon business
dans cette tourmente qui deviendrait permanente. Et c'est un peu ce qu'on nous vend avec les changements climatiques également. Voilà. Et ça, c'est quelque part, ça permet aussi de structurer son business et les actions qu'on mène dès maintenant. Oui, là, je suis complètement en ligne avec ça, hein. Ça montre que on peut tout à fait avoir des rebonds, hein, de la crise. On peut avoir des retours qui soient difficiles à vivre. Et du coup, ça va nécessiter une autre organisation, une autre façon de fonctionner et finalement d'aller à l'essentiel dans ce qu'on offre, dans la valeur de ce qu'on offre. Et c'est intéressant parce que là, on voit là en ce moment, vous avez tous ceux qui produisent des plantes, tous ceux qui produisent Alors les fruits ne sont pas encore arrivés, mais ça ne va pas tarder. Donc tout un tas de commerces traditionnels qui ne peuvent plus aller sur les marchés, qui n'ont plus de source de distribution. Donc, quand on décrit le modèle économique, nous, on dit dans l'offre que fait une entreprise, il y a 3 points clés. Il y a la façon dont elle attire ses clients, il y a la façon dont elle distribue et la façon dont elle fidélise. Voilà. Et quand vous n'avez plus de moyens de distribution, quand vous n'avez plus les marchés, quand vous ne savez plus comment distribuer, alors pour les plantes, c'était dramatique, hein, à un moment donné où c'est l'essentiel de leur chiffre d'affaires, il faut trouver absolument une autre façon de fonctionner. Et je peux vous dire que les réactions ont été très, très rapides. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on arrive même, ce qui était impossible par le passé, à influencer la réglementation publique. C'est-à-dire, on arrive à obtenir des dérogations, on arrive à obtenir des solutions qui étaient tout à fait inenvisageables auparavant. Pourquoi? Parce que c'est vital. C'est vital. Si vous ne vendez pas vos plants maintenant, vos plants de tomates, c'est mort, quoi. Et après, ils ne seront plus vendables, il faudra les jeter. Donc, et là, il y a plein de solutions possibles. Quand il y a une offre, il y a plein de solutions possibles, mais qui sont toutes en ce moment, qui sont bricolées parce que personne n'était prêt, évidemment, hein. Tout est là, hein. C'est dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de se préparer à des adaptations ou est-ce qu'on a besoin de règles fixes et ces règles, en général, elles ne sont jamais adaptées à un besoin changeant et chaotique. Et Gaël, là-dessus, tu avais aussi des recommandations, non, sur les données? Oui, alors, juste pour rebondir, parce que c'est vrai que dans la logique d'adaptation de l'offre, nous aujourd'hui, alors juste pour revenir sur, on a ce qu'on appelle un diagnostic data qu'on propose aux PME qui souhaitent générer de la valeur au travers des données, mais qui ne savent pas par où commencer. Donc, on propose de faire un état des lieux, etc., jusqu'à la mise en œuvre d'un plan d'action. Et ce diagnostic, jusqu'à maintenant, était proposé en présentiel. Donc, on a 2 jours de présentiel dans l'entreprise, donc chez le client, et le reste chez nous pour travailler sur le dossier à distance. Et on a commencé 3 dossiers à Montpellier avant le confinement. Alors, il y a un client qui nous a dit « Moi, je temporise, je ne peux pas commencer tout de suite ». Les 2 autres ont dit « Au contraire, je veux y aller tout de suite ». Pourquoi? Parce que j'ai du temps pour poser mon cerveau. Je suis moins dérangé par les collaborateurs, donc il faut juste mettre pause sur les visios parce que là, tout le monde enchaîne pas mal en ce moment. Et du coup, on a pu faire des diagnostics complètement en visio qui ont permis de donner des livrables beaucoup plus rapidement que si on l'avait fait en présentiel, parce qu'après, il y a aussi cette logistique du présentiel où on doit organiser des réunions, etc. Là, beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Et pour autant, derrière, la valeur est toujours la même, c'est-à-dire qu'on soit en présentiel ou en visio, de toute façon, le service délivré est toujours le même. Voire, il est encore plus souple dans la mesure où on peut s'adapter plus facilement puisqu'on n'est pas obligé d'organiser des déplacements. Donc ça, c'est le premier message. Deuxième message, ce diagnostic typiquement, donc là, on parle de l'adaptation de l'offre, on l'a déstructuré pour avoir une partie, on le sait en ce moment, on a tous des problématiques financières, on ne sait pas si on veut mettre l'argent tout de suite, demain, etc. On a proposé de donner à manger avec ce qu'on appelle nous un pré-diagnostic. C'est une petite enquête qui permet déjà de collecter des informations sur l'organisation du client, l'organisation de ses data, qu'est-ce qu'il veut faire, ses usages, etc., sa vision, qui lui permettent tout seul de faire d'avoir un premier bilan de ce qu'il pourrait faire de son potentiel. Et nous, ça nous permet aussi de préparer la mise en œuvre d'un diagnostic plus complet, mais au moins, on donne des briques et on commence à alimenter sans forcément, encore une fois, aller voir le client. Donc, on a commencé à digitaliser notre démarche au final. Et dernier point qui est important, c'est qu'on parlait de financement tout à l'heure. On sait qu'on est tous en train de chercher des financements parce qu'on parle de frugalité. Donc, qui peut faire plus pour moi? Donc, toujours dans cette logique.
Nous, on a réussi à faire financer 50% des diagnostics par la BPI. Donc, on sait maintenant, on répond à un cahier des charges, on sait faire financer assez facilement ce type de dossier. Donc, ça, c'est aussi notre brique, c'est dire comment on peut soulager le client financièrement tout en lui apportant autant de valeur, voire plus. Et ça, c'était un objectif quand on a développé cette nouvelle offre au final, même si c'est une offre qu'on avait déjà bien identifiée, mais derrière, pour la rendre plus facilement déployable. Et le dernier objectif, c'est que du coup, comment on peut faire plus et si ça durait, enfin moi c'est toujours dans cette logique, et si ça durait, comment le rendre scalable? C'est-à-dire que demain, moi je ne pourrais pas faire des visios tous les jours, etc. Donc derrière, on a aussi pensé à la manière de le déployer. Donc là, je ne vous donnerai pas tout parce qu'il y a quand même des éléments qu'on a encore en jachère, entre guillemets. Mais on pense aussi à ce côté, demain, je dois le faire à Paris, à Strasbourg, etc. et le faire rapidement. Comment je peux démultiplier mon offre à l'échelle nationale? Donc pour moi, cette menace de confinement, je l'ai transformé en opportunité en disant quelque part, si je devais penser ce mode de fonctionnement de manière pérenne, si tous mes collaborateurs doivent rester en télétravail, comment on fait? Et si nos clients… Rebondir là-dessus, si ça n'en est pas juste une petite Oui. seconde, c'est de dire qu'en fait, on va transformer le financement d'une perte sèche en un investissement. Et quand on présente ça à un banquier, quand on présente ça à un financier, quand on lui dit finalement, plutôt que de faire une perte d'1 million d'euros cette année, je vais investir pour trouver des nouvelles voies pour me développer dans le futur, et bien là, ça fonctionne beaucoup mieux, le dossier passe beaucoup plus facilement. Complètement. Et le dernier point, juste pour revenir sur ces deux clients avec lesquels on a travaillé, il y en a un qui travaille dans le secteur du BTP, donc qui est clairement impacté, réduction de 60% de son activité. Donc lui, il y a des agences de location de véhicules de chantier, etc. Donc il travaille avec tout cet univers-là. Pour autant, lui, ce qu'il a détecté, c'est comment je peux justement améliorer. Lui, son objectif, c'est d'optimiser son taux d'occupation de son parc de véhicules. Il dit, bon, il y a maintenant, forcément, je suis directement impacté, j'ai une perte de chiffre sèche, mais demain, il faut que je sois encore meilleur et plus efficace que mes concurrents. Parce qu'il va falloir que ça se fasse sans forcément que je mette plus de gens au comptoir, que je fasse plus de pubs, etc. Il faut que ça se fasse de manière structurelle parce que j'organise mieux mes données et j'organise mieux l'information ou la connaissance de mes clients. Et donc ça, c'est cette réflexion qu'il a eue. Et lui, il a dit, il faut que je pose tout ça maintenant. Le deuxième, il est dans l'énergie, dans l'isolation à 1 euro. Même constat, comment être plus efficace avec moins. Donc au final, tous se disent, voilà, j'ai des données, et je reviens, bon, ça c'est mon cœur de bataille, entre guillemets, mais j'ai des données. Comment aujourd'hui, le peu que j'en fais, à part connaître mes factures et puis savoir, j'ai un CRM avec 300 clients à l'intérieur, qu'est-ce que j'en fais pour que ce soit plus efficace pour mon business au quotidien? Et ça, c'est vraiment les questions clés qu'on se pose avec nos interlocuteurs. Et je voulais redonner la main à José Lito parce que c'est un sujet où nous-mêmes, on s'est posé des questions sur le développement commercial, puisque forcément, aujourd'hui, les rendez-vous, y compris à Paris, etc., on est directement impacté. Et pour autant, on avait cette réflexion depuis un moment sur comment je fais pour générer du lead, développer mon activité au travers du web et en faisant du marketing un peu plus intelligent et un peu plus malin. Et c'est là où, au tout début du confinement, j'ai eu des échanges avec José Lito et on a commencé ensemble un accompagnement de coaching pour mettre en place des actions sur le web. Donc, j'ai décidé d'investir, alors que ce n'était pas un investissement planifié. Mais par contre, j'ai annulé certains autres investissements qui, à mon sens, étaient moins rentables et moins pérennes. Donc, José Lito, si tu veux reprendre le relais. Tu nous diras quelle a été la clé de tri finalement. Mais je crois que ça, c'est un des sujets de ces dernières années. Alors, c'est vrai que pour moi, il y a quelque chose d'assez transparent puisqu'en fait, dès le début, la première société que j'ai montée, c'était à Montpellier en 2008, donc en pleine crise. Et on nous a dit ah non, mais vous êtes morts. Société Teambox existe toujours en 2020 et fonctionne bien et continue à fonctionner aujourd'hui. Et ça a été par contre dans l'état d'esprit, c'est ce que je propose à tous mes clients, c'est d'avoir cette logique, de dire quoi qu'il arrive, comment je peux être résilient dans mon activité. C'est-à-dire que ce soit le marketing ou la partie commerciale, c'est de travailler avec cette notion de résilience. Quoi qu'il arrive, ça doit toujours fonctionner. Et ça l'est pour mes clients, ça l'est pour moi aujourd'hui. Le business ne s'arrête pas. Je suis en train de travailler régulièrement. Donc, ça a été cette notion de décentralisation. Et surtout, tu parlais de frugalité. Je crois que c'est important. Parce que ces dernières années, on nous a pas mal parlé, voire bassiné avec la transformation digitale. On en a mis des kilotonnes. Et pour avoir travaillé avec des grands groupes aussi, le côté, ce qui ressortait souvent, c'est
ouais, c'est possible, les gars, mais ça demande un gros paquet de pognon, ça demande beaucoup d'individus, beaucoup de compétences. Pour ma part, j'ai repris tout ce que j'ai mis en place dans des grands groupes en disant comment je peux le mettre en place sur une PME. En gros, comment je peux faire pareil et que ça me coûte 50% ou moins encore. Voilà. Et c'est tout l'enjeu. Donc évidemment, en cette période de crise, quand je vous disais en préambule, bah ouais, j'ai beaucoup de boulot, parce que c'est exactement ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. C'est de se dire, on va limiter les investissements, les outils et tout un tas de choses, et on va garder l'os. Donc c'est la partie stratégie, évidemment. C'est de se poser les bonnes questions, c'est identifier correctement la valeur. C'est le travail qu'on fait ensemble, c'est de te dire, ouais Gaël, d'accord, les rendez-vous, les machins, mais est-ce que ce rendez-vous-là est strictement nécessaire? Est-ce qu'on est obligé de se déplacer, d'aller voir les gens? Et tous, hein, collectivement, on a cette tendance à dire, ah bah ouais, c'est super important. Pour avoir passé du temps au Chili, par exemple, quand tu as un pays qui fait 4000 km, il n'y a pas de, mais tu ne peux pas prendre un TGV, 3 heures, viens, on se voit juste pour te parler 1 heure. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est ce qu'on est en train de, collectivement, on est en train de le découvrir, de oui, on peut faire du business à distance. Pour moi, ça a été la grande objection des dernières années. José Lito, j'aimerais bien bosser avec toi, mais on ne va jamais se voir. Bah là, on est bien en train de se voir et de se parler. Donc, tout l'enjeu, c'est d'aller regarder vos chaînes de valeur, de se dire, OK, du moment où quelqu'un entend parler de mon produit ou service, au moment où il devient client, quelles sont toutes les étapes? Et c'est un fichier Excel, hein, vous le notez très factuellement, profitez pour faire cet exercice en ce moment. Posez-vous la question, quel que soit votre secteur d'activité, quel est le parcours que fait quelqu'un, un individu pour aller jusqu'à moi et me signer un contrat? Et ensuite, regardez ce que permet de faire aujourd'hui Internet globalement, donc les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, whatever, on s'en fout en fait. Et dites-vous à quel moment je peux placer ces services-là en fait. Et posez-vous cette dernière question, ça c'est important parce que c'est ce que je fais souvent. Tu as évoqué le terme, Gaël, de scalabilité, en disant bah, finalement, quand je vais voir un client, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, ça, ça. Est-ce que je fais tout le temps ça? Oui. Est-ce que je ne pourrais pas le transformer en vidéo? Est-ce que je ne pourrais pas enregistrer une vidéo et dire à mon client ou à mon futur ou à mon prospect, bah tiens, plutôt que de passer 1 heure de rendez-vous à faire blablabla et à toujours faire blablabla, bah, est-ce que je ne peux pas lui envoyer une vidéo et dire, bah, tiens, avant le rendez-vous, regarde ça. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Zoom. C'est ce que vous voyez qui sort d'un seul coup du bois, les webinars. Webinar, c'est quoi? C'est quand même une activité commerciale. Je veux dire, là, on est 28 personnes. Il y a plein d'entre vous, à part toi, Gaël et Olivier à lui, les autres, les 26 autres, vous ne me connaissez pas. Et pourtant, d'un seul coup, vous voyez sortir José Lito, vous allez aller sur LinkedIn et dire, tiens, c'est qui ce mec-là? C'est bien une forme de réunion commerciale, sauf qu'au lieu de le faire un par un, on le fait par paquet de 28, 200, 150, 300. Donc, étudiez ça, prenez ce temps, c'est ce qu'on fait avec Gaël, prenez le temps pour étudier votre parcours client et demandez-vous à quel endroit vous pouvez remplacer par du digital. Je voudrais passer un message important là, pour rebondir sur cette remarque. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises dont on sait qu'ils vont avoir des problèmes lourds. Et donc, c'est pourtant pas le moment de les lâcher. Il faut les aider, même s'ils ne peuvent pas payer. Donc, on n'est pas dans le commerce, là. On est dans le réseau. Et c'est très important de rester aux côtés de nos amis. Ah, merci Paul, j'en profite parce que j'ai vu pas mal, et ça c'est fantastique en fait. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été lancées et ça c'est un vrai sujet. J'ai eu le cas, j'en profite parce que j'ai eu un débat sur LinkedIn avec des consultants qui disent bah non mais on va quand même pas donner ce qu'on sait faire. Aujourd'hui j'ai 20% de mon activité qui est pro bono en fait, qui est de dire il y a un mouvement qui s'écrit qui s'appelle Phoenix. Et il y a une centaine de consultants qui se sont réunis très spontanément en disant qu'est-ce qu'on peut vous donner comme temps. Et ça c'est oui, merci, c'est le sujet du moment, les clients, le réseau. On en parlait hier avec Gaël, le premier cercle,
profitez-en et n'hésitez surtout pas à demander de l'aide autour de vous, parce qu'il y a finalement plein de consultants aujourd'hui, enfin, qui vous accompagnent. Et pourtant, je le dis avec Gaël qui paye, hein. Donc, c'est bien la preuve Et du coup, on va en rediscuter. non, mais voilà, en direct, c'est la preuve qu'il y a une question aussi d'état d'esprit. Et ça aussi, évidemment, j'imagine que Paul, quand vous parlez, vous, de valeur, ces notions de valeur, et c'est de se dire, c'est pas parce que quelqu'un paye pour quelque chose que je peux pas le donner. Et ça, c'était un vrai sujet. Et je pense que ces dernières années, ça a commencé à bouger sur ces notions de gratuité ou autre. Et on peut le faire aujourd'hui dans plein d'activités. On peut varier j'allais dire, les tarifs. On a cette chance de pouvoir avoir des modèles économiques différents au sein de sa même société, quelle que soit la taille, de faire varier les modèles économiques. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, mais oui, on peut avoir Gaël qui paye pour quelque chose et à côté, je le donne à quelqu'un d'autre. Et ça marche en fait. Peut-être un petit témoignage sur ce sujet-là. Bruno Tesna du Moncey, c'est mon premier café visio, donc je suis pas sûr que un grand nombre me connaissent. Je suis directeur général de Netia, une société qui vend des logiciels pour les grandes radios. Notre chance, entre guillemets, dans cette crise, c'est que l'essentiel de nos clients sont en général des grands services publics de radio, et donc le problème économique n'est pas un impact direct pour eux. Néanmoins, sur ce sujet de dématérialisation de la production, qui est évidemment en confinement un point essentiel pour les radios, moi je suis dans un modèle qui n'est pas de gratuité, qui est un modèle de service compris, c'est-à-dire c'est des gens qui payent pour la maintenance du logiciel, et tous les efforts qu'on fait pour les aider à dématérialiser leur production, on ne les facture pas. Donc c'est des gens qui pourtant devraient pouvoir payer, mais dans cette période-là, on préfère les accompagner. Et le deuxième petite remarque, qui est plus en mode de plaisanterie, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette plaisanterie tournée sur les réseaux, mais c'est deux chefs d'entreprise qui se croisent et il y en a un qui demande à l'autre dis donc, j'ai vu ton DSI, il a fait fort pour accélérer la transformation numérique, et l'autre lui répond non, non, c'est le Covid. Et très clairement, cette transformation numérique est en train d'arriver chez nos clients radio. Alors, c'est un monde un peu petit, mais je pense que ça va pouvoir se généraliser. Et moi, je vois bien que toutes ces notions qu'on avait du mal à mettre en avant et sur lesquelles il fallait qu'on se bagarre pour arriver à vendre 3 trucs, c'est en train d'émerger à grande vitesse. Et effectivement, que le coronavirus s'efface ou pas, le monde d'après cette crise, pour nous, il aura radicalement changé et tout le monde aura basculé dans un mode beaucoup plus virtualisé. Et dernière plaisanterie, c'est l'aphorisme de Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit qu'il a oublié de mettre un maillot. Et là, c'est vrai que sur les infrastructures radio, c'est impressionnant de voir la différence entre ceux qui avaient déjà commencé et qui ont pu basculer très vite et ceux qui étaient vraiment à la ramasse. Et alors, ils ont du boulot. Hein. Voilà. Ok, merci pour les interventions. Je pense que ce qu'on peut conclure donc aujourd'hui, c'est anticiper, oui, préparer demain, oui. Par contre, donc, on voit qu'il y a des fondamentaux respectés. Donc, faire le bon diagnostic de vos forces, de vos faiblesses, toujours être en veille et au quotidien, parce que ça change très vite, sur vos concurrents, ce que font vos concurrents, ce que font vos clients. Et ne pas hésiter à rester flexible, à mobiliser votre réseau. Mobiliser votre réseau, ce n'est pas uniquement votre réseau proche, aller dans le confort, faire du petit commerce. Ce que Paul essaie de souligner et José Lito également, c'est aller beaucoup plus loin. C'est sortir de votre routine, aller vers les autres, aider les autres et arriver justement à être au cœur de ces services-là, à rendre des services, pas uniquement dans votre intérêt, dans l'intérêt des autres également. Et vous verrez que c'est comme ça que vous arriverez à, justement, à préparer le modèle de demain. Et comme par hasard, quand vous aurez la bonne idée, quand vous aurez le bon projet, eh ben, vous ne serez pas seul. Vous aurez des personnes autour de vous et c'est ce qui vous permettra justement de mettre un projet sur les rails au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Donc, n'hésitez pas à aussi saisir les opportunités de cette crise-là. Donc, pour moi, c'était la conclusion de la journée, enfin, la conclusion de notre petit café
du matin. Maintenant, voilà, je ne sais pas si les autres voulaient rajouter quelque chose. Mais... Non, Alors moi, vous avez des- j'ai une question à l'audience plus parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de comment vous allez gérer votre sortie de crise et est-ce qu'on va être meilleur après qu'avant? C'est-à-dire meilleur dans le sens, on parle beaucoup des changements climatiques. Alors là, je vous parle de quelque chose qui me tient à cœur, entre guillemets, hein, mais je suis dans la data, donc je suis directement impacté et partie prenante de ces sujets-là. Et j'essaie de voir le positif qu'on peut dégager dans notre façon de faire euh, dans nos offres, avec nos parties prenantes. Et concrètement, la question que je me pose et tout le monde se dit, voilà, est-ce que ça nous aura servi de leçon? Si ça doit nous servir de leçon, dans notre manière de faire. Et je pose la question à l'audience, alors peut-être déjà aux intervenants. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez changer? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous voyez structurelles qui doivent comment faire pour faire changer les choses de manière positive, avec un impact positif? Il n'y a aucun doute, il y a aucun doute qu'il va y avoir un impact structurel très fort. Il est pas du tout certain qu'il soit toujours positif, par contre, parce que de temps en temps, on revient vite aux erreurs anciennes, hein. Mais l'impact là va être très très lourd dans le domaine des déplacements, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de tout ce qui n'est pas nécessaire, hein. Donc toutes les contingences, le domaine du luxe. Et on peut bien voir que il va y avoir on a une évolution culturelle qui est déjà en train de se produire, qui est déjà en train de se dérouler, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un long fleuve tranquille, ça, hein. Maintenant, c'est à nous de faire avancer c'est ça le truc, hein, c'est que c'est chacun à son niveau qui peut faire avancer le schmilblick, quoi. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gouvernants nous résolvent les problèmes. Les gouvernants ont bien trop de problèmes en ce moment à essayer de prendre des mesures dans une situation chaotique où ils ont des informations contradictoires. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est donner des opinions claires et en groupe. Parce qu'à partir du moment où on a une intervention de multiples personnes sensées qui disent « attention, là, il faut faire quelque chose parce que vous nous mettez en grande difficulté », vous voyez, les EHPAD ont réussi à faire revenir les familles quand même. Alors que sinon, ils confinaient, quitte à faire mourir de tristesse. C'est quand même fou. Donc, il nous faut influencer. Influencer, c'est ça le vrai mot de cette évolution. Voilà. Tu sais, Gaël, je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, cette période-là a permis de mettre à jour les infrastructures. Je te le disais la dernière fois, ma maman qui a 70 ans est une experte des chaînes de valeur aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire. Et ça a vraiment libéré ça. C'est-à-dire qu'on a mis en avant des choses que entre guillemets, des experts ou des gens dans le milieu connaissent. Et puis d'un seul coup, les infrastructures se mettent à jour au niveau mondial, au niveau des entreprises. On a commencé à voir ce qui craque. Parce que quand tu as une équipe, quand tu as 10 commerciaux et tout va bien, parce que le chiffre se fait en fait un peu tout seul, entre guillemets, et puis d'un seul coup, il faut vraiment, je le dis en exagérant le trait, mais il faut vraiment se mettre à bosser. Tu vois la façon dont ton équipe fonctionne. Donc ça met à jour aussi un point qu'on n'a pas forcément abordé, mais l'aspect culture des organisations. Est-ce qu'on est dans une organisation qui a une culture frugale, résiliente ou pas? Donc ça, d'un seul coup, ça se fait jour. Et puis, ça se fait très, très intimement, hein, au niveau des individus, parce qu'on est confiné, on est chez nous, la famille. Et puis, nous, en tant que nous, comment tu vis le fait d'être confiné ou pas? Donc ça, on ne pourra pas revenir en arrière. Quand quelque chose a été dévoilé, c'est difficile de se boucher les yeux, en fait. Et ce que disait la personne tout à l'heure est très, très juste. Pour moi, ça fait 10 ans que j'évangélise et que j'essaie d'influencer sur utiliser les réseaux sociaux, regardez vos modèles économiques d'une autre façon, prenez le digital non pas comme un ennemi, mais comme quelque chose de positif. Le meilleur change manager du moment, c'est quand même Covid, bravo. Donc ça, je pense que ça va changer. Ce qu'on va faire avec, oui, c'est ce que dit Paul. Ça, c'est malheureusement, c'est pas dit que le monde de demain, ce soit Walt Disney. Il y a de fortes chances que, en gros, ça change pas beaucoup, hein, 50-50, ça va rester comme d'hab. Il y a beaucoup de grands cabinets qui s'intéressent au nouveau normal. Ça sera normal de toute façon très vite. Donc,
de ce point de vue-là, je pense que c'est juste qu'on a une prise de conscience brutale. Combien de temps va tenir entre maintenant et le moment où on va à nouveau devenir myope, voire aveugle pour certains? C'est plus ça. Mais je suis assez optimiste, en fait, ça va bien se passer. Oui, parce qu'on oublie vite. On oublie vite. Oui. On est souvent dans le temps court. Et là, il nous faut apprendre à raisonner sur le long terme. Et on voit bien que tout notre système de santé, par exemple, a été complètement pris de court par cette crise. Il n'y a eu aucun raisonnement de long terme, aucune précaution prise. Donc, il nous faut apprendre à anticiper, à dépenser des sous sur des choses qui sont des peut-être, mais un peu partout dans les organisations. J'avais une question, moi, Enrico, à Joselito. On a beaucoup parlé de changement. Moi, j'ai senti aussi un changement dans la façon de parler, la façon de vendre, dans les messages, qui étaient l'opportunisme qu'on pouvait avoir dans par exemple, les campagnes sur les réseaux sociaux, les campagnes automatisées et autres. En ce moment, j'ai l'impression que ça passe plus du tout, quoi. C'est vraiment, on sent un retour, comme vous le disiez tous, à la collaboration, on met d'abord la valeur, on apporte quelque chose et on discute ensuite. Comment est-ce que vous le voyez, ça? Enfin, je pense Joselito et puis peut-être aussi Gaël. Je laisse Joselito commencer. Ouais, c'est évident. Ouais, en fait, j'ai deux activités, au-delà de mes activités de conseil et de coach. De l'autre côté, je passe 2 jours par semaine sur une ONG. D'accord, où je travaille avec des adolescents, donc les managers de demain. J'ai pris le problème beaucoup plus à la source. Donc, pour moi, il y a toujours ce contraste entre je suis une ONG, donc j'ai un discours très particulier, surtout quand on parle avec des adolescents, et puis j'ai une activité business de consultant où voilà, je dois me rémunérer, je dois faire de l'argent. Donc, depuis très, très longtemps, j'ai ce discours. En plus, je travaille sur l'expérience client. Attention, on peut faire du business de plusieurs façons. Soyez pas forcément brutal, soyez pas arrogant. Et les méthodes, les façons de faire, et on en parle souvent avec mes clients et donc avec Gaël, c'est prenez le temps de nouer les relations, etc. Et jusqu'à présent, il y a encore quelques mois, j'avais beaucoup de clients qui me disaient « Ouais, c'est bien ton truc, mais vas-y, on s'en fout. » Bien, on va sur LinkedIn, on prend LinkedIn, on tape comme… Voilà. On y va en mode bourrin, sort la sulfateuse et tape, on s'en fout de toute façon, il retombera quoi? 2%? Allez, 2%, je fais ma semaine, je fais mon mois, et puis et voilà. Et là, d'un seul coup, mais ça c'est évident, il y a eu un frein à main, arrêt buffet, parce que ce qui était à peu près toléré avant, parce qu'on est tous dans un mouvement, devient insupportable, c'est épidermique. Donc, on apprend à faire un marketing ou une communication beaucoup plus centrée sur l'humain, beaucoup plus… et on l'a vu, qu'est-ce qui est ressorti aujourd'hui? C'est la Maïf. Voilà, le gros buzz, ça a été la campagne Maïf. Alors, n'oublions pas que la Maïf… alors, il y a la Maïf, il y en a d'autres, et puis il y en a qui se sont complètement ramassés parce qu'ils ont fait business as usual, et là, ils se sont pris un grand, grand mur. Néanmoins, pour faire ça, pardon, j'ai le terme en anglais, mais ce ton de voix, le tone of voice, en fait, et je reviens sur cet aspect culturel. Aujourd'hui, un des grands sujets quand on aborde le marketing, et il ne faut pas arrêter d'en faire, Peter Drucker dit qu'il n'y a que le marketing et l'innovation dans l'organisation, ça oblige à se poser la question et on revient sur quelque chose, enfin, Paul, ça va le faire hurler, mais valeurs, mission, enfin, les fondamentaux, en fait. On revient dans les fondamentaux de l'organisation. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont ma mission? Évidemment, et quelle est ma culture? Donc ça, oui, ça a changé radicalement. Et pour ça, c'était pas… Oui. Dans la partie, on va dire, marketing, ça allait encore. Là, je parlais vraiment des démarches commerciales. Dans les démarches commerciales, on voyait des choses qui étaient, on va dire, très opportunistes, très agressives et qui là, passent plus du tout. Hein. Donc, c'est aussi la posture, le langage commercial qu'il faut faire évoluer. Ah, si, alors, je peux rebondir parce que c'est exactement les… Il faut le faire très, très vite. Vas-y, Gaël. Ouais, Joselito, en fait, c'est les débats qu'on avait, parce que Joselito me coach sur ces sujets-là, justement, et moi, j'ai cette logique dans ma tête de respect de l'autre, et du coup, de dire, je ne vais pas brusquer les gens, et je ne vais surtout pas les embêter avec des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Pour autant, je me dis que je pourrais leur rendre service, mais c'est à eux de me dire. Et c'est toute cette partie-là, en fait, qui est super importante, c'est comment je fais pour arriver à transmettre que je veux agresser personne,
mais je pense que je peux apporter de la valeur dans votre activité. Et c'est tout ça qui est travaillé en ce moment. Et ce côté valeur, et chez nous, on le fait même en interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la collaboration entre les personnes, on a différents profils. On a des data scientists, de l'informatique, du consultant, avec des profils très différents et avec des manières de communiquer très différentes. Comment je fais pour respecter le mode de fonctionnement de l'autre? Et en fait, ce sujet de valeur, c'est vraiment ça, pour moi, c'est mon socle. C'est-à-dire, si j'ai des valeurs qui sont claires et qu'elles sont partagées avec mes parties prenantes, qu'elles soient en interne, en externe, eh ben, je dois communiquer de cette manière-là, en interne, en externe, et je dois adapter ces codes quelque part qui, pour moi, doivent être dans le respect de l'autre et de son mode de fonctionnement, de ce qu'il peut attendre de ma démarche à un instant T. Anne, il y a une façon… Oui, pardon, juste en une minute, parce que Frédéric, après je te passe la parole. Il y a une façon de l'envisager, c'est de comprendre que, et ça c'était 1999, dans les années 2000, on est passé des masses médias à la multitude. Et ce n'est pas évident toujours à percevoir parce que ça fait quand même beaucoup d'individus. Mais pour bien comprendre ce changement de paradigme de ce qu'est la multitude, c'est qu'en l'an 2000, il y a un président de la République qui prenait la parole, il faisait hop, on sortait tout le décorum, il parlait, et ça, c'est les masses médias, c'est de moi vers une foule de gens. Et le commerce se faisait comme ça aussi, le business se faisait comme ça. Aujourd'hui, la multitude, c'est Macron, il prend la parole, et puis il y a quelqu'un qui l'attrape sur Twitter depuis son smartphone en lui disant, mais ouais, d'accord, ok, on a compris, mais ils sont où les masques? Bingo. Et là, et c'est ça qui a changé. Et dans le commerce aujourd'hui, et on en a parlé, Paul le parlait, il disait, c'est cette notion de réseau, la multitude, c'est l'interconnexion des individus en réseau. Donc, et faire du commerce aujourd'hui, c'est le faire avec ça en tâche de fond, en esprit. Mais on pourrait faire tout un visio café sur le sujet, Anne, ce serait passionnant. Frédéric, pardon. Oui, juste une petite remarque. Je suis actuellement commercial chez Humans Connection, qui est un bureau d'études du numérique basé à Toulouse. Et auparavant, pendant 20 ans, j'ai tenu un bar et un restaurant. Du coup, la relation commerciale que j'avais avec mes clients, je l'ai adaptée au commerce que je fais maintenant. Sont deux choses tout à fait différentes, sauf dans la relation client. Et c'était pour corroborer ce que vous disiez par rapport à l'empathie et le lien qu'il faut créer avec la clientèle au lieu de l'agressivité de certaines boîtes qui fonctionnent comme ça, quoi. Voilà. Moi, je fonctionne encore, c'est un peu peut-être à l'ancienne, mais ça fonctionne. Voilà. Donc, au départ, je pose la question parce que j'ai beaucoup de clients qui sont des startups du numérique et qui sont en fait abreuvés d'automatisation sur LinkedIn etc. Alors, ils font du one-to-one en fait, mais avec un ton effectivement qui passe plus du tout. Et c'est comment arriver à automatiser d'une certaine manière quand on a des gros volumes de clients, mais en même temps gardant le lien. Et ça, c'est vrai que c'est pas simple. Ouais. Ah, c'est tout le sujet, Anne. Bah oui, je me doute bien. L'automation, et puis alors là, sur les 2 dernières années, c'est parti complètement en vrille. Et tout l'enjeu, évidemment, c'est de dire comment je peux adresser du volume tout en ayant ce mode de fonctionnement comme dit Frédéric, à l'ancienne, Oui. ce qui est très moderne en fait. Le fonctionnement à l'ancienne, c'est très très moderne, vraiment. La bonne nouvelle, Anne, c'est que ça marche, c'est faisable en fait. C'est juste de pas… Il faut du temps. Oui, mais Frédéric, en fait, c'est ça. Et je pense aussi qu'il faut… Il y a un moment, on regarde les sociétés comme Launcher qui s'appelle Swile maintenant, Ouais. qui sait faire vraiment comme de la startup dont on a l'habitude de voir justement, qui fait du mass marketing d'habitude, ou entre guillemets, je veux pas détruire leur image, mais dire un client est un numéro quelque part, et ben en vérité c'est faux, même chez eux. Il faut voir que chaque client a un chargé de relations commerciales dédié. Ils auront beau avoir 300 000 clients, ils vont se débrouiller. Même s'ils disent être scalables, quelque part, la partie commerciale ne pourra jamais être scalable à 100%. Et s'ils arrivent à signer autant, c'est parce qu'ils gardent une relation commerciale entre deux personnes physiques, tout simplement.
Et si je reprends un autre exemple de la période actuelle qui fait une modification importante, c'est dans le management, on en a parlé la semaine dernière en Café Visio, qui est, c'est bizarre, on trouve que les managers avec leurs collaborateurs sont plus humains en ce moment. Ils mettent plus de formes pour évoquer les choses, ils mettent plus de profondeur dans les sujets évoqués, ils parlent plus d'eux. Et bah, c'est pareil avec les clients, je pense qu'il faut faire la même chose. Et si on garde ça plus longtemps, clairement, vu ce que vous êtes en train de dire, ça peut changer votre business de demain. Et Jérémy, juste pour rebondir là-dessus, dans tous les messages que je vois en ce moment, je n'ai jamais vu autant de prenez soin de vous. Pourquoi on ne me demandait pas si ça allait bien avant? C'est ça. Mais ça existe, Paul, pardon, Gaël, ça existe hein, au niveau culturel, quand on est en Amérique du Sud ou autre, par exemple, il y a d'autres cultures où mais ce serait sympa d'étudier en fait, mais après, hein, de se poser la question des impacts et de faire la relation entre la culture et ce qui vient de se passer en fait, parce que dans d'autres cultures, on commence toujours, on commence et on finit par l'humain. D'ailleurs, une relation commerciale, c'est de l'humain, de la technique et de l'humain. Hein. Et ça, par contre, comme dirait Frédéric, hein, que tu tiennes un bar pour avoir bossé sur des marchés, enfin, c'est de l'humain, de la technique et de l'humain. Si tu as gardé ça, il y a des cultures qui n'ont pas perdu ce côté-là. Donc, on fera l'étude plus tard. Mais comme dit Paul, hein, on oublie vite quand même. Oui, il faut réapprendre à bien écouter. J'avais un directeur commercial il y a 30 ans qui me disait, vous savez, pour être un bon commercial, vous avez 2 oreilles et une bouche. Et une bouche. Il faut les utiliser dans cet ordre et dans cette proportion. Hein. Et on a beaucoup oublié d'écouter. Et écouter, c'est pas seulement écouter ses clients, c'est écouter tout son réseau, tous les gens qu'on a autour de soi. Et écouter, c'est écouter attentivement. Et aujourd'hui, ça devient beaucoup plus important parce qu'on a moins, on ne se voit pas, on n'est pas en face, on a des outils, certes, mais qui sont limités dans les messages qu'on peut faire passer. Et du coup, il faut bien faire attention, de bien écouter, de bien comprendre les arguments et de bien communiquer. Parce que si on oublie quelqu'un dans un mail, eh ben, la personne se sent vexée. Pourquoi j'ai été oublié? Et on n'a pas fait exprès, mais la vexation, elle est bien là. Donc, ça demande beaucoup plus d'attention dans le management, ça c'est clair. Et je pense que ça restera. Il reste quelques minutes. Si des personnes présentes peuvent en profiter pour faire un retour de comment ils voient la reprise de leur propre business. Est-ce que vous avez, vous, dans l'audience, déjà imaginé une nouvelle manière de voir les choses? Je ne sais pas si vous voulez faire des retours d'expérience. C'est le moment. Il faut un autre café visio encore. Hein. Voilà. C'est une question compliquée. C'est une question en effet un peu compliquée. Alors, pardon, j'ai un problème de micro. Déjà, à votre avis, la reprise du 11, ça va donner quoi en termes de technique de travail d'après vous ça? C'est une question intéressante. Est-ce que le télétravail va continuer de manière importante? Est-ce que le client va toujours les dématérialiser aussi avec du Zoom ou des choses comme ça? Parce qu'à mon avis, ce genre de phénomène, c'est quelque chose qui va perdurer longtemps. On ne va pas se déplacer en avion demain, c'est fini. Moi, je rebondirais sur votre question. En fait, c'est une question qu'on se pose au niveau de l'entreprise, là, nous, en ce moment. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut pérenniser? Et en fait, on s'est déjà posé des questions sur les locaux. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des locaux tels qu'ils sont? Est-ce qu'on a besoin d'en changer? On a résilié notre bail, hein, pour être très concret. On est tous en télétravail et on s'est posé la question de l'après. Pour l'instant, on n'a pas répondu à cette question de est-ce qu'on va pérenniser le télétravail à 100%? On a quand même besoin d'un lieu de rencontre. Mais dans tous les cas, ça revient sur le côté, on parle d'impact climatique, on parle de ci, on parle de là. Mais concrètement, si on n'avait pas eu le Covid, là, qu'est-ce qu'on aurait fait de plus, de différent, là, en ce moment, pour changer les choses? Rien, à mon avis, ou peu, par rapport à ce qui devrait être fait. Et pour moi, c'est une opportunité. Donc, je le saisis comme ça. Je dis maintenant, quelles sont les actions concrètes qu'on peut mener, qui sont finalement pas mal, puisqu'on se rend compte que la visio, ça marche pas mal. Il y a des petits moments de couac, mais quelque part, ça répond aux besoins. Il faut garder le lien social. Donc, comment on fait pour s'organiser, pour garder ce lien social? Et dans tous les cas, nous, on se pose ces questions-là structurelles en ce moment. Oui, voilà. Pour répondre aussi à la question, je pense qu'on s'est surtout adapté
Et je pense qu'on est très fort pour ça, pour s'adapter, pour aller à l'efficace. Et ce qui va continuer après, c'est eh ben, ce qui fonctionne mieux qu'avant, ce qui est plus efficace. Et donc, il y aura pour sûr eh ben, des impacts sur le plus long terme et on conservera ce qui nous permet de gagner du temps, ce qui nous permet de mieux fonctionner. Et ça, c'est assez logique, quoi. Oui, mais on conservera des choses, mais les clients vont conserver des choses aussi. Enfin, il va y avoir une adaptation terrible de toutes les mouvances. On parlait des salons tout à l'heure, mais les salons virtuels, les salons, ça va démarrer. Il va y avoir une redistribution des rôles de chacun. Chacun va trouver une nouvelle marge de manœuvre. Moi, je vais essayer de pérenniser tous les lancements d'opérations, les formations en Zoom et tout ça. C'est ce qui m'intéresse. Hein. En tant que Toulousain, c'est beaucoup mieux pour aller faire des choses sur Paris ou ainsi de suite. Et je crois que les clients, maintenant, ils sont prêts à encaisser ça de manière beaucoup plus intéressante pour eux, parce qu'ils voient que ça diminue les coûts aussi pour eux et que c'est très bien pour eux. Là, il faut essayer d'imaginer par tous les petits points, en sachant que sur Toulouse, tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas d'impact au niveau nouvelles technologies. Ici, c'est terrible, parce que toutes les ESN qui travaillaient pour Airbus et sur Air France, c'est la catastrophe la plus terrible. C'est que tous les sous-traitants, quand il n'y a pas de business dans les avions, il n'y a pas de business. Hein. Dans les années à venir, ce n'est pas promis qu'il y en ait dans les 3-4 ans comme ça. Hein. Les choses ne seront jamais vraiment comme avant. Donc là, il va falloir inventer d'autres choses. Mais les clients, il faut vraiment suivre la manière dont on va les amener à faire des choses qui nous intéressent nous aussi. Mais c'est ça la clé, Dominique. Tu viens de donner la réponse sur comment on prépare l'après. C'est retourner aux fondamentaux. Regardez vos clients et c'est vos clients qui vont vous demander de quoi ils ont besoin et comment ils le veulent maintenant. J'ai accompagné pas mal d'organismes de formation et c'était en 2015 et je leur disais coucou et vous n'avez absolument rien au niveau du e-learning. Non, mais tu comprends, Joséito, le présentiel, nanana, nanana, il faut qu'on se flaire. Ouais, si tu veux, mais j'y crois moyen. Et finalement, c'est risqué en tant que dirigeant d'un organisme de formation de dire OK, je vais passer toute une partie de mon business en e-learning. Ça demande du temps, des ressources, etc. etc. Sauf que là, quand c'est les clients, quand c'est le marché qui est demandeur, c'est peut-être ça aussi, c'est qu'on a moins de risques en disant ce n'est pas tellement moi qui le veux, c'est le marché maintenant qui le demande. Donc ça, c'est une bonne chose parce que cette façon dont le marché se réorganise, se restructure, permet aux dirigeants d'entreprise de se dire bon, finalement, vas-y, je vais le tenter. Ça, je vais peut-être le garder parce que mes clients me le demandent. Donc, Dominique a raison, c'est repartez des fondamentaux, repartez du client systématiquement en disant et mes clients, maintenant, ils veulent quoi? Et interrogez-les, hein, profitez-en, c'est la période. Après, franchement, moi, ce qui me manque le plus dans le confinement, c'est justement de voir les gens. Le contact. Le contact. Franchement, c'est ce qui me manque le plus. Alors, je suis pour les visios quand c'est loin, si on peut moins utiliser l'avion, etc. Mais quand même, voilà quoi. Il faut voir les gens, moi, par exemple. Donc, du coup, je suis un peu frustré dans ma relation avec mes clients, dans le contact, voilà, parce que il y a une histoire de non-verbal aussi qui passe et une histoire de relation qui s'instaure en présence. Voilà. C'est ce que je pense, c'est ce qui m'arrive à moi en tout cas. Voilà. Le non-verbal, tu vas le retrouver. Je partage avec toi, Frédéric. Dans combien de temps? Parce qu'on va repartir au télétravail, mais peut-être un jour sur deux, peut-être. Voilà, ça va être un peu difficile. Et puis les gens vont être un peu plus méfiants, peut-être. Donc, du coup, voilà. Bon, on va s'adapter. Hein. Moi, c'est Anne de Bailly, société de services Aviseo, société de services informatiques. Alors moi, je trouve ça très amusant ce qui se passe parce que ce débat sur les locaux, etc., on l'avait eu avant. Et on avait déjà, il y avait une partie de l'équipe qui disait mais on n'a plus besoin de locaux parce qu'on a déjà une partie de l'équipe en télétravail total, on a beaucoup de salariés qui font du télétravail, on a d'autres salariés en entreprise directement. Et donc il y avait une partie de l'équipe qui proposait qu'on arrête notre bail et qu'on voilà, comme ce que Gaël a dit, qu'on se retrouve autrement dans d'autres lieux. Et
Et la réaction a été un peu unanime, de l'autre partie de l'équipe, de dire non, non, mais nous, on a besoin d'un point d'ancrage, on a besoin de se voir, on a besoin de se retrouver, on a besoin d'un lieu. Nous, on est en entreprise et si on ne sait pas qu'il y a Aviseo quelque part géographiquement identifié, ça va être compliqué pour bâtir un collectif, pour bâtir une équipe. Et donc, voilà. Donc, je ne sais pas maintenant, après cette expérience, parce que nous, on va continuer en télétravail total très probablement après le 11 mai. Hein, ça ne va pas du tout signer notre retour dans nos bureaux probablement, puisqu'on peut tout à fait travailler de cette façon-là. Je ne sais pas comment le débat qu'on avait eu bien avant va se modifier. Donc, c'est assez intéressant de vous écouter et puis de voir comment notre débat interne va progresser. Merci. Il faut des points d'ancrage, mais ça, c'est un avis tout ce qui est personnel. Hein. Peut-être qu'il aura une couverture beaucoup plus réduite, mais il y a un point d'ancrage. Nous, on n'est pas… Oui. Après, moi, ce qui me manque et ce que j'avais souligné dans le fait d'être complètement éclatés tous en télétravail, c'est toutes les discussions informelles et la culture, enfin le bain culturel, tous les échanges qu'il y a entre collègues qui ne travaillent pas sur un même projet, mais qui du coup échangent entre eux. Enfin, en open space, ça fait des espèces de micros échanges où on capte quand même pas mal d'informations. Et là, on ne l'a pas parce que quand on crée une réunion Zoom ou un chat, etc., c'est avec une personne dédiée sur un sujet dédié. Et du coup, je trouve qu'on perd beaucoup en transversalité et en petites micro-informations qui permettent à la fois de bâtir les projets et de bâtir le collectif. Mais d'ailleurs, la seule preuve, c'est qu'en télétravail, on s'organise toujours un coin dans la maison exprès pour être dans un bureau. Donc, c'est bien qu'on a besoin d'avoir un point d'ancrage. Oui. Si moi, je reste à la maison, mais quand je reste à la maison, c'est pour rien faire, c'est pas pour travailler. Ou pour faire de la maçonnerie, ou pour couper de l'herbe, ou jouer du sax. Voilà. Voilà, moi, je le ressens comme ça. Voilà. Historiquement, on travaille avec des centaines d'étudiants de 40 nationalités. On a des Indiens, des Chinois, des Sud-Américains. Avec ces étudiants, ce dont on s'aperçoit, on fait plein de formations avec des outils en ligne. Mais si on a de temps en temps, ou au moins au début, une rencontre face à face, tout le reste est beaucoup plus facile à faire fonctionner ensuite. Voilà. Donc, on pourra pas, il ne faut pas d'excès ni dans un sens ni dans l'autre. Il faut savoir garder un équilibre raisonnable et on ne pourra pas se passer de face à face, c'est clair. Mais l'équilibre raisonnable, c'est en fin de compte votre réseau, vos clients qui vont le définir. C'est là où il faut rester attentif aux besoins de vos clients. Donc en fait, vous trouverez l'équilibre par vous-même. Et les bureaux sont un excellent exemple. Ça peut devenir une contrainte, ça peut être aussi un avantage. Là-dessus, nous, on a des bureaux également, on est quand même 21, donc on a besoin de bureaux, on a besoin de se retrouver, mais on utilise aussi ces bureaux pour faire venir des clients. Nos clients font des réunions chez nous, des clients qui n'ont pas de bureau font des réunions chez nous, ça crée des opportunités aussi. En fait, on prête nos bureaux, on va aussi dans les bureaux des autres, et en fait, une contrainte au départ peut devenir aussi une façon d'animer son réseau et en tout cas de créer des opportunités. Donc c'est là aussi où on doit rester assez flexible et arriver à transformer certaines contraintes en opportunités. Ça, c'est un vrai sujet, Julien, parce que moi, je travaille. Jérémy, du coup, je crois que tu as un prochain visio. Ah, pardon, je Ouais. disais à Jérémy, parce que du coup, moi, désolé, je vais être obligé de vous laisser, mais Est-ce je crois que là, que- tu as un vrai sujet d'un prochain visio café sur comment réorganiser votre travail après le confinement. Tout à fait, je crois que je prends bien note du sujet. Je suis désolé, il est déjà 9h39. Oui. On va devoir clôturer ce café visio. Je pense qu'on va probablement refaire ce sujet, hein. Je vois qu'il y a encore beaucoup de débats et ça mériterait d'une autre heure pour s'en occuper. Donc, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci Gaël, Julien, Paul, José Lito. Merci aux personnes présentes qui étaient là pour nous écouter, pour vous écouter. Le café visio de demain se passera avec des assureurs. Comment ils accompagnent les entreprises aujourd'hui dans cette situation de crise, avec notamment Fabrice Bertin, qui est le représentant de la Fédération française des assureurs d'Occitanie, et David Verkinder, qui est représentant de la planète CSCA, Syndicat des courtiers et des assurances Occitanie.
Donc, on va parler un peu technique et argent au niveau des assureurs. Merci à tous et bonne journée. Merci Merci. beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Voilà.